Je suis Cassidy Thornton, j'ai 28 ans. Il y a 3 semaines, mon père s'est levé lors de notre réunion de famille, a saisi le micro, et a dit quelque chose à mon sujet, devant 68 parents, que je porterai en moi pour le reste de ma vie. Nous n'avons qu'une seule fille dont nous sommes fiers. Voilà ce qu'il a dit. Et il regardait droit vers ma sœur aînée, Brianna, quand il l'a prononcé. Pendant 22 ans, ma famille m'a appelé le fardeau. Le bébé prématuré qui coûte trop cher. La sœur silencieuse que personne n'a défendue. La fille qui s'asseyait au bout de chaque table, pendant que Brianna recevait les frais de scolarité, les éloges, et l'amour. Mais ce qu'aucun d'eux ne savait, ni mes parents, ni mes cousins, ni une seule personne dans cette foule, c'est qu'il y a 6 semaines, un jeudi soir, à ma table de cuisine, Brianna s'est enivrée et a tout confessé. L'argent qu'elle avait volé à nos parents, le diplôme d'infirmière qu'elle avait contrefait, les mensonges qu'elle racontait à la famille sur moi depuis mes 14 ans. Et j'ai tout enregistré. 14 minutes qui allaient briser 22 ans de silence. Avant de vous raconter ce qui s'est passé quand j'ai appuyé sur lecture, prenez un moment pour aimer cette vidéo et vous abonner, mais seulement si vous estimez que cette histoire le mérite. Et dites-moi dans les commentaires, d'où regardez-vous, et quelle heure est-il chez vous en ce moment? Laissez-moi vous ramener 22 ans en arrière, par une nuit de janvier en Géorgie, quand je suis arrivé au monde 6 semaines trop tôt, devenant ainsi la dette que ma famille n'a jamais voulu payer. Je suis né un mardi soir de janvier, dans un hôpital situé à 40 minutes de notre maison, parce que celui qui était plus proche n'avait pas d'unité de soins intensifs néonataux. Mes poumons n'étaient pas prêts. Mon cœur n'était pas prêt. Rien en moi n'était prêt. 3 semaines dans l'unité de soins intensifs néonataux, et 87 000 $ de factures médicales. Mes parents venaient juste d'acheter leur première maison, 2 mois auparavant. Mon père, Glenn, conduisait des camions pour une entreprise de fret régionale. Ma mère, Jolene, avait quitté son emploi de réceptionniste pour rester à la maison avec ma sœur, Brianna, qui avait 3 ans. Je connais le montant exact en dollars, car ma mère s'est assurée que je ne l'oublie jamais. Elle racontait cette histoire à chaque Thanksgiving, à chaque Noël, à chaque réunion de famille où il y avait un public. Cassidy nous a presque ruinés avant même d'avoir pu ouvrir les yeux, disait-elle. Puis elle riait, les parents riaient aussi, et moi, je restais assise là, serrant ma fourchette si fort que mes articulations en devenaient blanches. Quand je suis enfin rentré de l'hôpital, petite, fragile et enveloppée dans une couverture jaune, ma sœur, Brianna, m'a regardé dans mon berceau et a posé à notre mère une question qui est devenue la plaisanterie préférée de la famille Thornton pendant les 2 décennies suivantes, est-ce qu'on peut la renvoyer? Tout le monde a ri. Mon père, mes tantes, mes oncles, même ma grand-mère Edith, bien que j'apprendrai plus tard qu'elle avait cessé de rire bien avant les autres. Cette question, est-ce qu'on peut la renvoyer? M'a suivi à chaque anniversaire, à chaque bulletin scolaire, à chaque dîner de fête. Brianna le disait quand je renversais du jus. Mon père le disait quand j'avais le mal des transports. Ma mère le murmurait à sa sœur Ruth au téléphone, quand elle pensait que je ne pouvais pas l'entendre. Mais j'entendais toujours. En grandissant, j'ai appris très tôt les règles de notre famille. Règle numéro 1, Brianna passe en premier. Règle numéro 2, si quelque chose ne va pas, c'est probablement la faute de Cassidy. Règle numéro 3, ne te plains pas des règles 1 et 2. Quand j'avais 10 ans, j'ai gagné le premier prix d'un concours d'écriture du comté. Mon professeur d'anglais, Madame Adley, a appelé à la maison pour féliciter mes parents. Ma mère a oublié de venir à la cérémonie de remise des prix. La même semaine, Brianna est arrivée 3e à une compétition d'athlétisme scolaire, et nous sommes tous allés au restaurant Olive Garden pour fêter ça. Je me souviens être restée assise dans ce box, tenant mon certificat sous la table, me demandant si quelqu'un allait m'interroger à ce sujet. Personne ne l'a fait. C'est le Thanksgiving de mes 14 ans qui a brisé quelque chose en moi. Brianna a dit à ma mère, les larmes aux yeux parce que Brianna savait toujours exactement quand pleurer que j'avais volé le pendentif en or de notre grand-mère Edith. Celui que grand-mère portait sur sa photo de mariage, celui qu'elle avait promis de me transmettre. Je n'y avais pas touché. Je n'étais même pas entré dans la chambre de grand-mère ce week-end-là. Cela n'avait aucune importance. Ma mère a cru Brianna instantanément. J'ai été traîné devant 12 membres de la famille dans le salon, et on m'a ordonné de m'agenouiller, et de demander pardon à ma grand-mère pour avoir été une voleuse. Je me suis agenouillé. J'ai pleuré.
J'ai dit que j'étais désolé pour quelque chose que je n'avais pas fait. 2 semaines plus tard, le collier a été retrouvé dans le tiroir de la commode de Brianna. L'explication de ma mère? Il a dû se mélanger avec la lessive. Personne ne s'est excusé auprès de moi. Ni ma mère, ni Brianna, ni personne. Cette nuit-là, j'ai trouvé le vieux journal de ma mère dans le placard du couloir. Je ne sais pas pourquoi je l'ai ouvert. Peut-être cherchais-je une preuve qu'elle m'avait aimé, un jour. À la place, j'ai trouvé cette ligne, datée de l'année de ma naissance, parfois, j'aimerais que nous nous soyons arrêtés à un seul enfant. Je l'ai lu 7 fois. J'espérais que les mots se réorganiseraient d'eux-mêmes. Ce ne fut pas le cas. J'ai quitté la maison l'été de mes 18 ans. J'avais obtenu une bourse partielle pour une université d'État à 2 heures de là. Rien de prestigieux, mais j'en étais fier. J'avais besoin que mes parents couvrent les $4000 restants par semestre. J'ai apporté la lettre d'aide financière au dîner, comme si je présentais une plaidoirie devant un jury. Mon père l'a à peine regardé. Ma mère n'a pas levé les yeux de son assiette. Nous avons déjà assez dépensé pour toi, a-t-elle dit. Entre les factures d'hôpital, ton appareil dentaire et cet inhalateur dont tu avais besoin chaque hiver, Cassidy, nous ne les avons tout simplement pas. Ce même mois, mes parents ont signé un chèque pour la scolarité complète de Brianna dans une école d'infirmière privée. $28 000. Aucune bourse, aucune question. Alors, j'ai cumulé 2 emplois. Barista à 6 heures du matin, saisi de données dans une agence d'intérim jusqu'à 22 heures le soir. J'ai mis 5 ans à terminer ce qui aurait dû en prendre 4. Mais j'ai obtenu mon diplôme en comptabilité, avec 0 dette. Personne n'est venu à ma cérémonie. J'ai porté ma toque seule, au milieu d'une foule d'inconnus et de leurs familles en liesse. Et pourtant, j'ai continué à venir. À chaque Noël, je faisais 2 heures de route avec des cadeaux que j'avais emballés moi-même. À chaque Thanksgiving, j'apportais un dessert que personne n'avait demandé. Je m'asseyais au bout de la table. Je dormais sur le canapé, pendant que Brianna occupait la chambre d'amis avec la courte pointe que ma grand-mère avait fabriquée. J'appelais ma mère tous les dimanches soirs. Elle décrochait peut-être 1 fois sur 3. Je me disais que c'était suffisant. Que si je continuais d'essayer, quelque chose finirait par changer. Que l'amour était là, juste enfoui sous des années d'habitude, de stress financier et de vieux ressentiments. Je n'essayais pas de gagner leur amour. Je pensais que je l'avais déjà, mais qu'il était piégé sous quelque chose que je n'avais pas encore compris comment déplacer. Jusqu'à il y a 3 mois, quand j'ai découvert ce que ma sœur faisait réellement dans le dos de tout le monde. Tout a commencé dans un café. Je prenais un latte avant le travail, un mardi, quand j'ai vu une femme me faire signe depuis une table dans un coin. Il m'a fallu 1 seconde, puis je l'ai reconnue, Megan Holt. Elle et Brianna avaient suivi le même programme d'infirmière. Cassidy, c'est bien ça? La sœur de Brianna. Elle a tiré la chaise en face d'elle. Comment va Bri? Je ne l'ai pas vue depuis, mon Dieu, le 1er semestre. J'ai failli la corriger. Brianna racontait à la famille qu'elle était infirmière diplômée depuis 8 ans. Elle parlait des patients qu'elle avait sauvés, des gardes de nuit qui l'épuisaient, de sa vocation trouvée. Le 1er semestre. Ai-je répété. Le visage de Megan a changé. Oui, elle a arrêté de venir après octobre. J'ai pensé qu'elle avait été transférée, mais... Elle a penché la tête. Attends, ta famille ne sait pas qu'elle a abandonné? J'ai posé mon café très prudemment. J'ai juste supposé que tout le monde le savait, a dit doucement Megan. J'ai conduit jusqu'au travail, les mains tremblant sur le volant. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. J'ai ouvert mon ordinateur et j'ai commencé mes recherches. Le programme d'infirmière que Brianna avait suivi possédait un registre public des diplômés. J'ai parcouru chaque nom de sa promotion. Brianna Thornton ne figurait pas sur la liste. J'ai creusé davantage. Mes parents avaient payé $28 000 pour ce programme. Quand un étudiant abandonne au 1er semestre, l'école rembourse une partie des frais de scolarité, une partie importante. Brianna n'avait jamais rendu cet argent. Elle avait empoché le remboursement, et avait dit à tout le monde qu'elle était diplômée. Pendant 8 ans, elle avait menti à nos parents, à notre grand-mère, à toute notre famille élargie, prétendant être infirmière.
Elle venait au fait en blouse médicale achetée sur Internet, racontant des histoires qui semblaient vraies parce qu'elle les avait apprises par cœur dans des séries médicales. Et personne, absolument personne, n'avait jamais pensé à vérifier. La deuxième découverte est venue de la bouche même de ma mère. Environ 2 mois avant la réunion de famille, j'étais lors d'un de ces rares appels du dimanche où Jolène décrochait enfin. Elle semblait fatiguée, distraite. Au milieu de notre conversation, si on pouvait appeler ça comme ça, elle a marmonné quelque chose que je n'étais pas censé entendre. Le fonds de retraite de ton père semble bien vide. Je ne comprends pas. Le marché se porte bien pourtant. Je suis comptable. Je remarque les chiffres comme la plupart des gens remarquent la météo. Quelque chose dans son ton a piqué ma curiosité, et j'ai demandé, avec désinvolture mais prudence, si elle avait consulté les relevés récemment. Brianna s'occupe de tout ça, a dit maman. Elle a configuré l'accès en ligne pour nous. Elle est si douée pour ces choses-là. Tu sais, comme elle travaille dans la santé, elle s'y connaît en finance. Je me suis mordu la langue si fort que j'ai senti le goût du sang. Cette nuit-là, j'ai fait quelque chose dont je n'étais pas fier. J'ai appelé l'ancien téléphone fixe de mon père, et je l'ai guidé pour qu'il consulte son compte de retraite en ligne. Il ne savait pas que j'étais en train de vérifier. Je lui ai dit que je voulais juste m'assurer que les informations sur les bénéficiaires étaient à jour. Les chiffres racontaient une histoire que ma famille ne soupçonnerait jamais. En 4 ans, 40 000 $ avaient été transférés hors du compte de retraite de mes parents, par petites sommes irrégulières. 2 000 par-ci, 3 500 cents par-là, vers un compte courant externe. Le numéro de routage correspondait à une banque située dans la ville de Brianna. J'ai fixé l'écran jusqu'à ce que ma vue se brouille. Ensuite, j'ai appelé ma mère. Je lui ai dit, aussi gentiment que possible, que quelque chose n'allait pas avec le fonds de retraite. Que l'argent n'avait pas été perdu à cause du marché, mais qu'il était parti vers un endroit spécifique. Elle m'a coupé la parole avant que je ne finisse. Ne sois pas jalouse de ta sœur, Cassidy. Brianna gère ce compte parce qu'elle est responsable, contrairement à certaines personnes. Elle a raccroché, et c'est là que j'ai compris. Les informer en privé ne fonctionnerait jamais. Laissez-moi être clair sur ce qui était en jeu. Ma grand-mère, Edith Callaway, avait 79 ans. Elle avait bâti sa vie sur une magnifique propriété à l'extérieur d'Atlanta. Une maison qu'elle et mon grand-père avaient conçue ensemble avant son décès, un jardin qu'elle entretenait depuis 40 ans, et assez d'économies pour laisser un héritage significatif. Elle mettait à jour son testament. Elle l'avait dit à toute la famille. Et durant les 2 mois précédant la réunion, Brianna avait rendu visite à grand-mère 4 fois. 4 fois. Ma sœur, qui normalement parvenait à faire une visite par an tout au plus, était soudainement la petite fille la plus dévouée de Géorgie. Elle apportait des fleurs. Elle apportait de la soupe faite maison dont j'ai appris plus tard qu'elle l'avait achetée dans un traiteur pour la transvaser dans ses propres récipients. Elle s'asseyait à la table de la cuisine de grand-mère, lui tenait la main, et lui parlait de sa carrière d'infirmière. Ma mère disait à la famille, Brianna s'occupe si bien de maman. Elle est tellement désintéressée. Je savais ce qui se passait. Brianna se positionnait. Elle voulait être le seul nom sur le testament, l'unique héritière, le trophée final de l'enfant prodige. Si je restais silencieuse, 3 choses arriveraient, mes parents perdraient encore plus d'argent qu'ils ne pouvaient pas se permettre de perdre, ma grand-mère serait trompée et réécrirait son héritage sur des mensonges, et je perdrais la dernière personne de ma famille qui m'avait vraiment aimé. Je ne planifiais pas une vengeance. Ce mot semble trop tranchant, trop propre pour ce que c'était. J'essayais de protéger ma grand-mère de la même personne qui avait volé mes parents, menti sur ses études, m'avait piégé pour un vol quand j'avais 14 ans, et avait passé 22 ans à s'assurer que je n'ai jamais ma place à la table familiale. Mais j'avais besoin d'une preuve, pas de soupçon, ni de feuille de calcul comptable. Une preuve qui ne pouvait pas être contestée, réinterprétée ou enterrée sous le déni de ma mère. J'avais besoin des propres mots de Brianna. 3 semaines avant la réunion, j'ai envoyé un message à ma sœur, « Salut Bri, je sais que les choses sont bizarres entre nous. Est-ce qu'on peut se parler avant la réunion? Je ne veux pas que ce soit gênant devant grand-mère. » Elle a répondu en 4 minutes, « Bien sûr, chez toi. » Cela aurait dû tout me dire. Brianna ne venait jamais chez moi. Elle pensait que mon quartier était indigne d'elle. Mais la réunion était dans 3 semaines, et elle avait besoin que je sois calme et coopérative devant grand-mère Edith.
Une petite visite pour apaiser la sœur difficile. Cela valait bien le déplacement. Elle est arrivée un jeudi soir, vêtue d'un chemisier en soie et d'un jean de marque, apportant une bouteille de Pinot Grigio. Elle m'a serré dans ses bras à la porte, un câlin serré et théâtral, et a immédiatement commencé à scruter mon appartement avec ce regard de pitié qu'elle avait perfectionné. « C'est Douillet », a-t-elle dit. Le mot suintait de condescendance. J'ai ouvert le vin. J'ai rempli son verre plus que le mien. J'ai posé mon téléphone sur l'étagère derrière nous, l'écran vers le bas, l'application d'enregistrement en marche. La Géorgie est un État où le consentement d'une seule partie suffit. Et j'étais cette partie. Nous nous sommes assises à ma table de cuisine, et j'ai commencé doucement. Alors, comment se passe le travail? L'hôpital t'occupe beaucoup? Brianna s'est lancée dans l'histoire d'une patiente dont l'état s'était dégradé pendant sa garde mardi dernier. Elle racontait cela avec des gestes, des pauses, des inflexions vocales, toute une mise en scène. Elle avait toujours été douée pour ça, transformer la fiction en souvenir. Je l'ai laissé finir. Puis j'ai dit aussi nonchalamment que possible, c'est faux. Au fait, j'ai croisé Megan Holt le mois dernier, ton ancienne camarade. Elle a dit un truc un peu bizarre. Le verre de vin de Brianna s'est arrêté à mi-chemin de ses lèvres. Megan parle trop, a-t-elle dit. Sa voix a baissé d'une demi-octave. Et j'ai su que le masque se fissurait. Je n'ai pas insisté immédiatement. J'ai versé plus de vin. J'ai laissé le silence faire son œuvre. Brianna a fini son deuxième verre, puis son troisième. Le Pinot Grigio faisait ce que je ne pouvais pas faire, desserrer le verrou qu'elle gardait si soigneusement fermé en public. Bri, ai-je dit doucement, je ne te juge pas. Je veux juste comprendre. Nous sommes sœurs. Elle m'a regardé pendant un long moment. Puis, quelque chose a changé dans ses yeux. Ce n'était pas de la culpabilité, ni de la peur, mais quelque chose de pire, du mépris. Le genre de mépris qui vient quand on se croit intouchable. Tu veux comprendre? Elle s'est penchée en arrière. Très bien. Et alors, Brianna Thornton, l'enfant chéri, la fille adorée, l'infirmière de la famille, a commencé à parler. Je n'ai pas fini l'école d'infirmière. C'est pas un drame. Ce n'était pas pour moi. Elle a agité la main comme si elle chassait un moucheron. L'argent de la scolarité de papa et maman. Ils me devaient ça pour toutes ces années où j'ai dû être la fille parfaite pendant que tu les vidais de leur argent. Ma poitrine s'est serrée. Je n'ai rien dit. Tu sais ce que j'ai dit à maman quand tu avais 14 ans? Que tu avais volé le collier de grand-mère? Elle a souri. Elle a vraiment souri. C'est moi qui l'ai pris. Je voulais qu'il disparaisse pour Thanksgiving, pour que tu aies l'air d'une coupable. Et ça a marché à tous les coups. Elle s'est versé un autre verre. Sa main était stable. Sa conscience était tranquille. Tout ce que j'avais à faire, c'était pleurer. Et maman prenait mon parti à chaque fois. Tu étais toujours si facile à écarter, Cass. Tu ne te défendais jamais. Tu encaissais, tout simplement. Mes mains tremblaient. Ma mâchoire me faisait mal à force d'être serrée. Mais j'ai gardé le visage immobile. J'ai maintenu une respiration régulière, car le téléphone sur l'étagère capturait chaque syllabe. Et Brianna n'avait pas fini. Le vin avait pelé la dernière couche de protection. Le compte de retraite de papa. Brianna a incliné son verre, regardant la lumière se réfracter à travers le vin comme si elle admirait un bijou. J'ai pris environ 40 briques au cours des 4 dernières années. Des petites sommes. Ils ne s'en rendront jamais compte. Ils pensent que c'est la bourse qui a chuté. Elle a ri. Un rire court, clair, insouciant. Et grand-mère? Ai-je demandé. Ma voix était calme. À peine. Brianna s'est penchée en avant, les coudes sur la table. Pourquoi penses-tu que je lui ai rendu visite, Cass? Elle est en train de réécrire son testament. Je vais m'assurer que mon nom soit le seul qui compte. Elle a soutenu mon regard. Et puis, elle a dit la chose qui a tout scellé, et toi? Tu n'auras rien. Comme d'habitude. Elle a posé son verre doucement. Parce que dans cette famille, moi, je suis la fille. Toi, tu es la facture. Tu es la facture, et non le fardeau. La facture,
comme si j'étais une dette qu'il n'avait jamais voulu payer. Brianna a bâillé 15 minutes plus tard, et s'est endormie sur mon canapé avec ses chaussures. J'ai posé une couverture sur elle car, même alors, après tout cela, elle était toujours ma sœur, et je ne savais pas quoi faire d'autre. Ensuite, je suis allé dans la cuisine. Je me suis assise dans le noir. J'ai pris mon téléphone et j'ai arrêté l'enregistrement. 14 minutes et 22 secondes. Je n'ai pas pleuré. Je le voulais, mais quelque chose avait basculé en moi. Quelque chose de tectonique et d'irréversible, et pleurer me semblait être un retour en arrière. J'ai écouté l'enregistrement une fois, depuis le début, juste pour m'assurer que c'était clair. La voix de Brianna sortait du haut-parleur, tranchante et certaine, tu étais toujours si facile à écarter. 14 minutes. C'est tout ce qu'il a fallu pour que 22 ans de mensonges s'effondrent dans un fichier sur mon téléphone. La question n'était plus si, mais quand et où. Maintenant, je vais faire une pause ici une seconde parce que je dois vous demander quelque chose. Si vous étiez à ma place, assis seul dans cette cuisine sombre avec 14 minutes de vérité sur votre téléphone, est-ce que vous les feriez écouter en privé à vos parents, ou attendriez-vous le moment précis où la vérité ne pourrait plus être étouffée? Tapez 1 dans les commentaires pour en parler aux parents ou 2 pour attendre la réunion de famille. Et si vous êtes captivé par cette histoire, cliquez sur le bouton d'abonnement, car ce qui suit est la partie que j'ai encore du mal à croire. Retour à l'histoire. 2 semaines avant la réunion, j'ai passé un coup de fil qui a tout changé. Ma tante Ruth a décroché à la 2e sonnerie. Ruth Callaway est la sœur cadette de ma mère. Plus discrète, plus perspicace, c'est la seule personne de la famille qui m'a toujours regardé comme une personne entière, et non comme une note de bas de page. Quand j'avais 8 ans et que j'avais une pneumonie, Ruth a conduit 3 heures sous une tempête de neige pour s'asseoir au pied de mon lit. Quand j'ai obtenu mon diplôme universitaire seul, c'est elle qui m'a envoyé des fleurs. La carte disait « Je te vois, Cassidy. Je t'ai toujours vu. » « Salut, ma puce », a-t-elle dit. Qu'est-ce qui se passe? Je ne lui ai pas parlé de l'enregistrement. Pas encore. J'ai juste demandé avec précaution, « Tante Ruth, as-tu déjà pensé que quelque chose clochait avec Brianna ?» La ligne est restée silencieuse si longtemps que j'ai cru que l'appel avait coupé. Puis Ruth a expiré lentement. J'observe ta sœur depuis des années, Cass. Quelque chose ne colle pas. Les histoires de carrière, l'argent, la façon dont elle manipule tes parents. Mais je n'ai jamais pu rien prouver. Elle m'a dit qu'elle avait essayé une fois. Il y a 3 ans, elle avait mentionné à Jolene que les histoires de Brianna sur son travail semblaient incohérentes. La réaction de Jolene fut immédiate et radicale. Elle a cessé de parler à Ruth pendant 6 mois, l'a exclue des fils de discussions familiaux, et a raconté aux cousins que Ruth traversait une phase difficile. Ta mère détruira quiconque menace l'image de Brianna, a dit Ruth, y compris sa propre sœur. J'ai fermé les yeux. Tante Ruth, est-ce que c'est toi qui gères le diaporama à la réunion? L'installation du projecteur? Oui, je m'occupe de la technique pour le montage photo. Pourquoi? Si j'avais besoin de brancher un téléphone à ce projecteur, ce serait possible? Nouveau silence. C'est juste un adaptateur HDMI. Cassidy. Qu'est-ce que tu prépares? J'ai peut-être quelque chose que la famille a besoin d'entendre. Elle a marqué une pause. Je pouvais entendre sa respiration. Je ne sais pas ce que tu as, a-t-elle dit finalement, mais j'ai confiance en toi. Je m'assurerai que l'équipement fonctionne. 10 jours avant la réunion, une enveloppe écrite à la main est arrivée à mon appartement. Le papier était de couleur crème, l'écriture tremblante mais appliquée. C'était celle de ma grand-mère Edith. Elle écrivait toujours ses lettres à la main. Elle disait que les courriels étaient pour les gens pressés, et qu'elle avait gagné le droit de prendre son temps. Ma chère Cassidy, disait la lettre. La réunion est le 19 juillet. Je veux mes 2 petites filles là-bas. Je veux voir ton visage. S'il te plaît, viens. Affectueusement, grand-mère. J'ai serré cette lettre contre ma poitrine comme si c'était quelque chose de fragile. 20 minutes plus tard, mon téléphone a sonné. Maman a envoyé l'invitation, je suppose, a dit Jolene. Ce n'était pas une question. Oui, je l'ai reçue. Bien. Maintenant, écoute. Sa voix a pris ce ton que je connaissais par cœur.
Le ton autoritaire, celui qui transforme les instructions en faveur. Tu es invité, mais tiens-toi bien. Brianna va faire un discours sur sa carrière d'infirmière, et ton père dira quelques mots. Reste assise, souris, et sois reconnaissante d'être incluse. J'ai serré le téléphone plus fort. Je serai là, maman. Et porte quelque chose de convenable, Cassidy. La dernière fois, on aurait dit que tu n'avais même pas fait d'effort. Je n'ai rien dit. Oh, et maman va faire de grandes annonces à la réunion, a ajouté Jolene presque nonchalamment. Des décisions familiales, importantes, alors ne ramène pas tout à toi. Elle a raccroché avant que je ne puisse répondre. Elle faisait toujours ça. Je me suis assise sur le bord de mon lit et j'ai relu la lettre de grand-mère Edith une fois de plus. Puis j'ai ouvert mon placard et j'ai regardé la robe blanche que je gardais pour quelque chose que je n'arrivais pas à nommer, quelque chose d'important. C'était la scène de Brianna. Mes parents avaient distribué les rôles, elle était la star, j'étais la figurante de l'ombre qui devait s'estimer heureuse d'avoir un siège. Mais j'en avais fini avec leur scénario. J'apportais mon téléphone, et ma propre histoire. La veille de la réunion, je me suis assise sur le sol de mon salon avec mon téléphone et mes écouteurs, et j'ai écouté l'enregistrement une dernière fois. La voix de Brianna remplissait mes oreilles, proche, claire et cruelle, tu étais toujours si facile à écarter. Je m'entendais demander des nouvelles de grand-mère, ma voix étant fine et prudente. Et puis, Brianna, tu n'auras rien. Comme d'habitude. Mes mains tremblaient quand j'ai retiré les écouteurs. J'ai failli tout effacer. Je veux que vous le sachiez. Mon pouce a survolé l'icône de la corbeille pendant 10 secondes entières. Chaque année de conditionnement me hurlait de maintenir la paix, de tout avaler, d'être la bonne fille qui ne fait jamais d'histoire. Mais j'ai pensé à la lettre de ma grand-mère, je veux voir ton visage. J'ai pensé au compte de retraite de mon père, qui se vidait silencieusement depuis 4 ans. J'ai pensé à moi, à 14 ans, agenouillé sur le sol du salon, m'excusant pour un vol que je n'avais pas commis. J'ai mis le téléphone dans mon sac. Ce soir-là, j'ai appelé tante Ruth une dernière fois. Le projecteur est prêt. Adaptateur HDMI, haut-parleurs externes. Tout est prêt pour le diaporama, a-t-elle dit. Cassidy, quoi que tu fasses. Es-tu sûr de toi? J'en suis sûr. Une longue pause. Alors je m'assurerai que ça fonctionne. Tu n'auras qu'à te brancher. Après avoir raccroché, j'ai écrit une lettre à ma grand-mère. Courte, honnête. Je l'ai scellée dans une enveloppe et je l'ai glissée dans mon sac à côté du téléphone. Elle disait, « Grand-mère, je suis désolé si ce qui se passe demain te blesse, mais tu m'as toujours appris que la vérité compte plus que le confort. J'espère que tu le crois encore. » Je n'ai pas dormi cette nuit-là, mais pour la première fois depuis des années, je n'avais pas peur du matin. J'étais prête. Le domaine des Callaway s'étendait sur 3 hectares de verdure vallonnée, à 20 minutes d'Atlanta, entouré de vieux magnolias et d'une clôture blanche que mon grand-père peignait chaque printemps jusqu'à l'année de sa mort. Grand-mère Edith y organisait la réunion de famille tous les 5 ans. Celle-ci était la plus importante, 68 personnes, couvrant 4 générations de Callaway et de Thornton. De longues tables de banquet recouvertes de nappes blanches s'étendaient sur la pelouse arrière. Des guirlandes lumineuses pendaient entre les magnolias, attendant le crépuscule. Un écran de projection se tenait près de la table principale, déjà installée pour le diaporama familial, l'œuvre de tante Ruth. Je suis arrivé tôt, en robe blanche, les cheveux lâchés, le téléphone dans ma pochette, le cœur au bord des lèvres. Tante Ruth ajustait les câbles des haut-parleurs près du projecteur. Quand elle m'a vu, elle a fait un signe de tête, calme, stable. Elle a incliné la tête vers l'adaptateur HDMI posé sur le bord de la table technique. J'ai compris. Les invités sont arrivés au compte-gouttes durant l'heure suivante. Des cousins que je n'avais pas vus depuis des années. Des grandes tantes qui m'ont pincé les joues. L'oncle Franck avec son rire tonitruant. Des enfants se poursuivant autour des chaises de jardin. Puis Brianna est arrivée. Robe rouge, talons hors de prix, maquillage complet. Elle flottait dans la foule comme une célébrité à une avant-première. Embrassant les joues, serrant les mains, jouant la chaleur humaine de façon si convaincante que j'aurais presque pu y croire moi-même. Elle est allée droit vers grand-mère Edith et l'a serrée dans ses bras, juste assez longtemps pour que 3 personnes puissent prendre une photo.
Mes parents flanquaient Brianna comme des gardes du corps, Glenn dans son pantalon de toile bien repassé, Jolene dans une robe à fleurs, la main sur l'épaule de Brianna, rayonnante. Le trio parfait. Je me tenais près de l'arrière, près des buissons d'hortensia, tenant un verre de thé glacé que je ne buvais pas. Et grand-mère Edith, en plein câlin avec Brianna, a regardé par-dessus l'épaule de sa petite fille, m'a trouvé dans la foule, et m'a adressé un petit sourire triste qui a brisé quelque chose dans ma poitrine. Le dîner fut servi à 18h, poulet frit, choux verts, pain de maïs, crumble aux pêches. Le menu de la réunion Callaway n'avait pas changé depuis des décennies. Les gens remplissaient leurs assiettes, trouvaient leur place et s'installaient dans ce genre de chaos chaleureux et bruyant propre aux grandes familles du Sud. Je me suis assise au bout de la deuxième table. Personne n'avait de place assignée, mais d'une manière ou d'une autre, la géographie familiale me repoussait toujours vers le périmètre. Après le dîner, ma mère s'est levée et a tapoté son verre avec une fourchette. Les conversations se sont tues. Avant de passer au diaporama, a annoncé Jolene, Brianna a quelque chose qu'elle aimerait partager. Certains d'entre vous savent qu'elle fait un travail incroyable en tant qu'infirmière. Bri, ma chérie, viens ici. Des applaudissements. Des applaudissements chaleureux, encourageants et confiants de la part de 68 personnes qui n'avaient aucune raison de douter. Brianna s'est avancée avec l'aisance de quelqu'un qui a répété devant son miroir. Elle a pris le micro sans fil sur la table de Ruth et a souri ce sourire symétrique et pratiqué qui l'avait sorti de toutes les situations difficiles. Merci, maman. Elle a pressé une main contre son cœur. Être infirmière a été l'expérience la plus gratifiante de ma vie. Le mois dernier, j'ai aidé une patiente à se remettre d'un AVC. Elle m'a tenu la main et m'a dit que je lui avais sauvé la vie. Les gens murmuraient leur admiration. Grand-mère Edith hochait la tête avec fierté. 5 minutes de pure fiction livrée sans aucune faille. Quand Brianna a fini, elle a reçu une ovation debout de la part de la table d'honneur. Ma mère pleurait ce genre de larme unique et élégante qu'elle avait perfectionnée à l'église. Puis une grand-tante à ma table s'est penchée vers moi et m'a tapoté le bras. « Et toi, que fais-tu, ma chère ?» Avant que je ne puisse répondre, la voix de ma mère a coupé court à travers la pelouse. « Cassidy travaille dans la comptabilité, » a dit Jolene. Quelque part. Quelques rires dispersés. Brianna souriait dans son verre de vin. J'ai senti mon visage brûler, mais j'ai gardé mes mains à plat sur la table. Pas encore. Le soleil disparaissait derrière les magnolias quand mon père s'est levé. Glenn Thornton n'était pas un orateur né. C'était un homme tranquille qui avait passé sa vie à conduire des camions, à regarder le sport à la télé, et à approuver tout ce que Jolene lui présentait comme étant la vérité. Mais ce soir, Jolene lui avait écrit un texte, et il lisait un morceau de papier plié qu'elle avait glissé dans la poche de sa chemise avant le dîner. « Je veux remercier tout le monde d'être ici », a-t-il commencé. Sa voix était grêle dans le micro. Cette famille représente tout pour nous. Il s'est arrêté, a regardé Brianna, qui était assise à la table d'honneur à côté de grand-mère Edith. Jolene et moi. Il a dégluti. Nous n'avons qu'une seule fille dont nous sommes vraiment fiers. La pelouse devint silencieuse. Brianna, tu es notre plus grande réussite. Tout ce que tu as fait, ta carrière, ton cœur, la façon dont tu prends soin de cette famille. Nous n'aurions pas pu demander une meilleure fille. Applaudissements. Pas un tonnerre, il y avait un sous-entendu gêné. Quelques personnes regardaient autour d'elle, une cousine bougeait sur sa chaise, mais assez de gens ont applaudi pour que cela semble validé. Personne ne m'a regardé. Personne n'en avait besoin. Je me tenais à la table du fond, 68 personnes devant moi. Les mots de mon père flottaient encore dans l'air estival comme de la fumée. Nous n'avons qu'une seule fille vraiment fière d'elle. Il n'avait pas fait de lapsus. Il n'avait pas été ambigu. Il avait dit devant chaque tante, oncle, cousin et grands-parents de notre famille que je ne comptais pas. Ma grand-mère Edith s'est tournée lentement sur sa chaise, m'a cherché du regard, a vu mes yeux rougis. Son front s'est plissé sous l'effet de quelque chose que je ne lui avais pas vu depuis des années, l'alarme. J'ai posé ma main sur ma pochette, j'ai senti le bord dur de mon téléphone à travers le tissu. 22 ans. Je me suis levé. Je n'ai pas couru. Je ne me suis pas emporté. Je me suis levé. Comme on se lève quand on a enfin pris une décision que l'on ruminait depuis des semaines. Lentement, délibérément,
comme si la gravité avait changé de direction et que rester debout était la seule chose qui avait encore du sens. Des têtes se sont tournées. Quelques cousins ont chuchoté. Ma mère a remarqué la première. Cassidy. La voix de Jolene était tranchante et basse. Rassieds-toi. Qu'est-ce que tu fais? Je n'ai pas répondu. J'ai marché entre les deux tables de banquet. 68 visages me suivaient comme si je traversais une scène. Les guirlandes lumineuses s'étaient allumées. L'air sentait le crumble aux pêches et l'herbe fraîchement coupée. Et les battements de mon cœur étaient si forts que je les sentais jusque dans mes doigts. Brianna me regardait depuis la table d'honneur, son verre de vin figé à mi-hauteur. De la confusion d'abord, puis de la suspicion, puis quelque chose que je n'avais jamais vu sur le visage de ma sœur, une lueur de peur. Je suis arrivé à la table technique. Tante Ruth se tenait à côté du projecteur, les bras le long du corps. Elle n'a posé aucune question. Elle n'en avait pas besoin. Elle a ramassé l'adaptateur HDMI et me l'a tendu. J'ai sorti mon téléphone de ma pochette, je l'ai branché. L'écran de projection s'est allumé derrière moi, une lueur blanche remplaçant le diaporama familial figé. Mon père a fait un pas en avant. Cassidy, ce n'est pas le moment. En fait, papa, je l'ai regardé droit dans les yeux, c'est exactement le moment. J'ai ouvert le fichier audio. 14 minutes et 22 secondes. Le code temporel sur l'écran était visible par tous. Mon pouce a appuyé sur lecture. Et alors, la voix de Brianna, forte, claire, indéniable, s'est déversée par les haut-parleurs extérieurs, traversant la pelouse où 68 membres de notre famille étaient assis dans la fraîcheur de la soirée géorgienne. Je n'ai pas fini l'école d'infirmière. C'est pas un drame. Le visage réel de Brianna devint aussi blanc que sa voix enregistrée alors qu'elle remplissait l'air. La première chose que j'ai remarquée, c'est le silence. Pas ce genre de silence poli qui s'installe durant un discours, mais quelque chose de plus lourd. Le silence de 68 personnes réalisant d'un coup que quelque chose d'inattendu allait changer tout ce qu'elles pensaient savoir. La voix enregistrée de Brianna se répandait comme une confession dans un tribunal. Je n'ai pas fini l'école d'infirmière. Ce n'est pas grave. Ce n'était pas pour moi. L'argent de la scolarité de maman et papa. Ils me devaient ça pour toutes ces années où j'ai dû être la parfaite. Quelqu'un à la deuxième table a posé son verre. Le petit tintement du cristal sur le bois a résonné comme un coup de feu dans le calme. Ma mère s'est précipitée hors de sa chaise. Elle a avancé vers le projecteur les deux mains levées, les yeux égarés. Éteins ça, Cassidy. Éteins ça tout de suite. Elle était à 3 pas de moi quand la voix de ma grand-mère a tranché l'air comme une lame, Jolene. Ma mère s'est figée. Grand-mère Edith n'avait pas crié. Elle n'en avait pas besoin, 79 ans d'autorité tranquille faisaient le travail pour elle. Elle a agrippé la coudoir de son fauteuil et a regardé sa fille avec une expression que je n'avais jamais vue, pas de la colère exactement, mais un dévastement profond. Assieds-toi. La voix d'Edith tremblait, mais chaque mot était de fer. Je veux entendre chaque mot. Ma mère s'est rassise comme un enfant pris en faute. Brianna était debout maintenant, les mains tremblantes, sa robe rouge soudainement trop voyante contre son visage livide. C'est sorti de son contexte. Elle m'a piégé. Elle. Mais l'enregistrement se moquait du contexte. Il continuait, simplement. La voix de Brianna, enjouée, insouciante, après 3 verres de vin, remplissait l'air estival de vérité qu'elle n'avait jamais eu l'intention de partager. À la 4e minute, l'enregistrement en arriva à l'argent. Le compte de retraite de papa. La voix de Brianna était presque joyeuse sur la bande. J'ai pris environ 40 briques au cours des 4 dernières années. Des petites sommes. Ils ne s'en rendront jamais compte. Ils pensent que c'est le marché qui a chuté. Brianna enregistré Harry. La vraie Brianna, non. Mon père, toujours près du micro à l'avant, s'est laissé tomber sur la chaise la plus proche comme si ses jambes avaient cessé de fonctionner. La couleur a quitté son visage en temps réel. J'ai vu un homme qui s'était tenu devant sa famille pour effacer une fille afin d'en glorifier une autre, réaliser soudain que la fille qu'il avait glorifiée l'avait dépouillé. C'est notre. C'est notre retraite, a murmuré Glenn. Mais le micro était toujours ouvert et tout le monde l'a entendu. Jolene s'est tournée vers Brianna. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Sa voix s'est brisée. Dis-le-moi,
Brianna. Maman, je peux expliquer, Ce n'était pas comme ça. J'allais rembourser. L'enregistrement lui a coupé la parole. C'était à nouveau la voix de Brianna, brillante et imperturbable. Maman croit tout ce que je dis. Tout ce que j'ai à faire, c'est pleurer, et elle prend mon parti. Ma mère a porté la main à sa bouche. Un son est sorti d'elle. Pas vraiment un cri, pas vraiment un soupir. Quelque chose entre les deux, qui n'arrive, je pense, que lorsqu'on entend sa propre manipulation décrite par la personne qui l'a utilisée comme une arme. Autour des tables, les réactions se propageaient. L'oncle Frank a croisé les bras et a secoué lentement la tête. La femme d'un cousin s'est penchée pour murmurer quelque chose d'urgent à son mari. Deux des tantes les plus âgées ont échangé un regard qui portait 30 ans de soupçons enfin confirmés. Et grand-mère Edith restait parfaitement immobile, les mains jointes sur ses genoux, écoutant chaque mot avec l'attention méticuleuse d'une personne assemblant un verdict. Puis est arrivée la 6e minute et le collier. Tu sais ce que j'ai dit à maman quand tu avais 14 ans? Que tu avais volé le collier de grand-mère. La voix enregistrée de Brianna était chaleureuse, empreinte de vin et d'autosatisfaction. Je l'ai pris. J'avais besoin de t'écarter pour Thanksgiving, et ça a marché. Le son qui est sorti de ma grand-mère était faible, mais il a tout arrêté. Edith a pressé sa main à plat contre la table. Ses doigts tremblaient. Elle s'est tournée et m'a regardé, non pas avec pitié, mais avec une horreur qui me disait qu'elle revivait ce Thanksgiving. La jeune fille de 14 ans à genoux, s'excusant pour un crime qu'elle n'avait pas commis. La petite fille qu'elle avait regardée se faire humilier, pendant que la véritable voleuse restait à ses côtés, les yeux secs et souriante. « Oh, ma chérie », a murmuré Edith. Je pense que personne d'autre ne l'a entendu, mais moi, si. L'enregistrement continuait. Minute 7. Pourquoi penses-tu que j'ai rendu visite à grand-mère? Elle réécrit son testament. Je vais m'assurer que mon nom soit le seul qui compte. La poigne d'Edith sur la table s'est resserrée jusqu'à ce que ses articulations blanchissent. Et toi, sur l'enregistrement, Brianna s'est rapprochée du micro comme pour partager un secret, tu n'auras rien, comme d'habitude. Parce que dans cette famille, moi, je suis la fille. Toi, tu es la facture. C'est à ce moment-là que Brianna a pris la fuite. Elle a repoussé sa chaise avec un grincement qui a déchiré le silence. Elle a attrapé son sac, a perdu un talon, et à moitié couru, moitié trébuché à travers la pelouse vers la porte du jardin, sa robe rouge accrochant les lumières des guirlandes. Mais le domaine faisait 3 hectares. La porte était loin, et 68 personnes observaient chacun de ses pas. Le cousin Marcus, 24 ans, bâti comme un joueur de football américain, les bras croisés, se tenait sur le chemin du jardin. Il ne l'a pas attrapé. Il n'a pas parlé. Il est juste resté là. Et Brianna s'est arrêtée. Derrière elle, grand-mère Edith s'est levée de sa chaise. Ma grand-mère s'est avancée vers le devant de l'assemblée, comme le font les femmes de sa génération lorsqu'elles ont atteint la limite de ce qu'elles peuvent tolérer. Lentement, le dos bien droit, avec une dignité qui impose le silence. Quelqu'un lui a tendu le micro sans fil. Elle l'a tenu à 2 mains. J'ai passé 79 ans à construire cette famille, a dit Edith. Sa voix tremblait, mais elle portait loin. Et aujourd'hui, j'ai appris que la personne en qui j'avais le plus confiance nous a tous menti. Elle s'est tournée vers moi. Cassidy. Je ne pouvais plus respirer. Je te dois des excuses. Ses yeux brillaient. Je les ai regardés te mettre de côté pendant des années. Je me suis dit que ça s'arrangerait. Je me suis dit que ta mère finirait par comprendre. J'aurais dû parler plus tôt. J'aurais dû me battre plus fort pour toi. Et je suis profondément désolé. J'ai serré les lèvres. Je ne pleurerai pas devant 68 personnes. Je ne le ferai pas. Edith s'est tournée de nouveau vers la foule. Je rencontrerai mon avocat lundi matin. Mon testament, tel qu'il est actuellement, sera réécrit. Elle a marqué une pause, laissant l'information s'installer. Je veux que chaque personne ici présente sache pourquoi. La pelouse était si calme que j'entendais les cigales dans les magnolias. Pas à cause de l'argent, a continué Edith. Parce qu'une confiance une fois brisée doit être regagnée. Elle a regardé Jolene qui restait immobile sur sa chaise, le mascara coulant sur ses joues, puis Glenn qui fixait ses mains.
Et certains d'entre vous ont beaucoup de travail à faire pour la regagner. Au bord du jardin, Brianna restait pétrifiée, un pied nu, son sac serré contre sa poitrine, les larmes coulant sur son visage. Je me tenais à côté du projecteur, le téléphone toujours branché, l'enregistrement terminé. Je n'avais pas dit un seul mot depuis que j'avais appuyé sur lecture. Je n'en avais pas besoin. La vérité avait tout dit pour moi. Je veux m'arrêter ici un instant car cette partie me pèse encore. Pensez-vous que ma grand-mère a bien agi, ou était-ce trop d'annoncer cela ainsi devant tout le monde? Écrivez justice dans les commentaires si vous pensez qu'elle avait raison. Écrivez trop loin si vous pensez que la conversation sur le testament aurait dû rester privée. Je veux sincèrement savoir ce que vous en pensez. Et si vous n'êtes pas encore abonné, ce n'est pas fini. Il y a encore des conséquences dont je dois vous parler. Laissez-moi continuer. La réunion de famille ne s'est pas terminée. Elle s'est fracturée. Après l'annonce de grand-mère Edith, le rassemblement s'est scindé comme une cellule qui se divise. Personne n'est parti. L'événement était trop sismique pour qu'on s'en détourne, mais la pelouse s'est réorganisée en petits groupes, chacun traitant un morceau différent de ce qui venait de se passer. Les parents plus âgés, l'oncle Franck, la tante Loa, les tantes qui se souvenaient du défunt mari d'Edith, se sont rassemblés autour de ma grand-mère comme un cercle protecteur. Franck a posé sa main sur l'épaule d'Edith et a dit, à voix basse mais audible, « On est avec toi, Edith. Quoi que tu aies besoin. » Un groupe de cousins plus jeunes a dérivé vers moi, sans m'accuser, sans célébrer, juste présent. Ma cousine Danielle, à qui je n'avais pas parlé depuis 3 ans, m'a touché le coude. « Depuis quand le sais-tu » a-t-elle demandé. Sans jugement, cherchant juste à comprendre. Et Brianna est revenue. Elle a traversé la pelouse, le mascara est allé jusqu'à la mâchoire, et sa voix a pris ce registre exact qu'elle avait utilisé toute sa vie pour échapper aux conséquences. Cet enregistrement a été manipulé, a-t-elle dit à quiconque voulait l'entendre. Elle m'a piégé. Elle m'a fait boire. C'est un coup monté. La plupart des gens ont détourné le regard. Quelques-uns ont secoué la tête. Alors tante Ruth a parlé. Elle était restée silencieuse près de la table du projecteur tout ce temps, les bras croisés, à observer. Maintenant, elle s'est avancée. Brianna, a dit Ruth, calme comme l'eau d'un lac. J'ai des doutes sur toi depuis 3 ans. Je l'ai dit à ta mère et elle m'a exclu de la famille pour ça. Elle a regardé autour d'elle, sur la pelouse. L'enregistrement n'a fait que confirmer ce que je savais déjà. Jolene, silencieuse jusqu'alors, s'est tournée vers moi. Sa voix était écorchée, « Comment as-tu pu faire ça à ta famille, Cassidy ?» J'ai regardé ma mère. 22 ans de mots avalés me brûlaient la gorge. Je n'ai pas fait ça, maman. C'est Brianna qui l'a fait. J'ai juste arrêté de le cacher. J'ai trouvé un endroit calme au bord du jardin, près d'un banc de pierre où grand-mère avait l'habitude de me lire des histoires quand j'étais assez petite pour m'asseoir sur ses genoux. Le bruit de la fête était derrière moi. Des éclats de conversations urgentes. Un enfant demandant pourquoi tante Brianna pleurait. Le tintement de la vaisselle que l'on débarrassait, par des gens qui avaient besoin de s'occuper les mains. Mon père m'a trouvé là. Glenn se tenait à quelques pas, les mains dans les poches, regardant le sol. Ses yeux étaient gonflés. Il n'avait pas l'air d'un homme qui venait de faire un discours. Il avait l'air d'un homme qui venait d'en recevoir un. Est-ce que j'ai vraiment dit ça? Sa voix était rauque. Que nous n'avions qu'une seule fille. Tu l'as dit devant 68 personnes, papa. Il a tressailli comme si j'avais touché une brûlure. Ta mère. C'est elle qui a écrit ces mots. Elle a mis le papier dans ma poche et m'a dit quoi dire. Et tu as choisi de les lire. Il n'a pas discuté. Il n'a pas cherché d'excuses. Il est juste resté là à encaisser, comme un mur encaisse un coup. Je suis désolé, Cassidy. Sa voix s'est brisée sur mon nom. Je ne sais pas comment réparer ça. Je l'ai regardé pendant un long moment. Cet homme qui avait conduit des camions pendant 30 ans, qui n'avait jamais élevé la voix au dîner, qui laissait sa femme et sa fille aînée écrire les règles pendant que sa plus jeune payait le prix fort. Il n'était pas un monstre. Il était quelque chose de presque pire, un spectateur qui m'aimait en silence, et n'avait jamais laissé cet amour être assez fort pour compter. Je ne te demande pas de réparer ça tout de suite, papa, ai-je dit doucement.
Pas parce qu'il méritait de la douceur, mais parce que la cruauté n'avait jamais été mon langage. Je te demande d'arrêter de prétendre que je n'existe pas. Il a pleuré. Je n'avais jamais vu mon père pleurer en 28 ans. Il n'y a pas eu de câlin, pas de résolution. Juste deux personnes debout dans un jardin, apprenant à repartir des décombres. J'étais assise sur les marches du porche quand grand-mère Edith est venue s'asseoir à côté de moi. Elle bougeait avec précaution. Sa hanche la faisait souffrir depuis des mois, mais elle a refusé ma main et s'est assise selon ses propres termes. Pendant un moment, aucune de nous n'a parlé. La soirée était devenue d'un bleu sombre. Des lucioles clignotaient sur la pelouse où, une heure plus tôt, tout avait basculé. Tu as gardé cet enregistrement, a dit Edith. Ce n'était pas une question. Tu aurais pu l'utiliser pour lui nuire il y a des semaines, mais tu as attendu. J'ai failli ne pas le diffuser, grand-mère. J'ai failli partir. Mais tu ne l'as pas fait. Elle a tendu la main et a pris la mienne. Sa peau était fine et fraîche, mais sa prise était ferme. Et je t'en suis reconnaissante, parce que j'ai failli donner tout ce que j'ai à une menteuse. Je secouai la tête. Je n'ai besoin de rien de ton testament, grand-mère. Ce n'est pas pour ça que j'ai. Chut. Elle a serré ma main. Il ne s'agit pas de ce dont tu as besoin. Il s'agit de ce que tu mérites, et de ce qui est juste. Elle a regardé le jardin où les guirlandes balançaient dans la brise du soir. Les invités commençaient à partir. Des adieux lents et silencieux au lieu des habituels départs bruyants des Callaway. Je vois mon avocat lundi, a-t-elle dit. La part de Brianna ira dans une fiducie, un trust. Elle pourra y avoir accès quand elle aura remboursé chaque centime qu'elle a volé à tes parents, et qu'elle sera devenue honnête sur sa vie. Pas avant. Puis, elle m'a dit quelque chose qui m'a coupé le souffle, j'ai mis ton nom dans mon testament il y a 30 ans, Cassidy. À ta naissance. Ta mère m'a demandé de le retirer quand tu avais 6 ans. Elle a marqué une pause. J'ai refusé, mais j'ai arrêté d'en parler pour maintenir la paix. Elle m'a regardé, les yeux humides. Je n'aurais jamais dû me taire. C'est le silence qui a mené cette famille là où elle est aujourd'hui. Une semaine après la réunion, les retombées ne se calmaient pas. Elles s'aggravaient. Brianna a d'abord tenté la voie des réseaux sociaux. Elle a posté sur Facebook, « Ma propre sœur m'a poignardé dans le dos lors de notre réunion de famille. Je ne me suis jamais senti aussi trahi. » Le post a reçu 11 j'aime, tous venant d'amis qui n'étaient pas présents. Alors le cousin Marcus a commenté, « On a tous entendu l'enregistrement, Brianna. Tu t'es poignardée toute seule. » 27 personnes ont aimé sa réponse. Brianna a supprimé le message en moins d'une heure. La discussion de groupe de la famille a subi un changement radical. Brianna a été supprimée, non pas par une seule personne, mais par un consensus silencieux. Daniel a simplement créé un nouveau groupe sans l'ajouter. Personne n'a objecté. Mon père m'a appelé un mardi soir. C'était la première fois de ma vie qu'il composait mon numéro sans que Jolene ne l'y pousse. J'ai consulté les relevés du compte de retraite, a-t-il dit. Sa voix semblait avoir vieilli de 10 ans. Elle a pris plus que ce qu'on pensait. 42 300 $. Casse, tout est documenté. Les transferts, les dates, tout. J'ai fermé les yeux. Qu'est-ce que vous allez faire? Ta mère et moi rencontrons un conseiller financier cette semaine, et peut-être un avocat. Il a marqué une pause. J'aurais dû t'écouter quand tu as appelé. Oui, papa, tu aurais dû. Il y avait autre chose aussi. La carrière d'infirmière, celle que Brianna avait si bien mise en scène lors de la réunion. Celle qu'elle avait utilisée pour impressionner grand-mère et charmer la famille. Elle s'est totalement effondrée. Un cousin qui travaille dans le milieu de la santé s'est renseigné. Brianna n'était pas infirmière. Elle n'était même pas aide-soignante certifiée. Elle était réceptionniste dans une clinique chiropratique à 50 km de son appartement. Elle répondait au téléphone et fixait des rendez-vous. Elle faisait cela depuis 6 ans. Chaque histoire qu'elle avait racontée, chaque patient qu'elle avait sauvé. De la fiction. Chaque mot. 2 semaines après la réunion, ma mère a appelé. J'ai failli ne pas décrocher. Mon téléphone vibrait sur le comptoir de la cuisine avec son nom, et je l'ai regardé sonner 2 fois avant de répondre. Cassidy. Sa voix était petite,
plus petite que je ne l'avais jamais entendue, dégonflée, comme si on avait vidé de son air la femme qui contrôlait le récit familial depuis 25 ans. Je ne savais pas pour l'argent, a-t-elle dit. Ni pour le collier. Je te le jure, je ne savais pas. Je te crois sur ces points, maman. J'ai gardé une voix égale. Mais tu savais comment tu me traitais. Tu n'avais pas besoin d'un enregistrement pour savoir ça. Silence. Le genre de silence qui s'étire jusqu'à devenir sa propre réponse. J'avais tellement peur quand tu es né, sa voix s'est brisée. Les médecins nous ont dit que tu ne survivrais peut-être pas à la première nuit. Et puis, tu as survécu, et les factures sont arrivées, et ton père et moi, nous nous noyons. Je pense que Elle s'est arrêtée, puis a repris. Je pense que je t'en ai voulu pour quelque chose qui n'était pas de ta faute. Et une fois que j'ai commencé, je n'ai pas su comment m'arrêter. J'ai serré le téléphone. Une partie de moi, la fille de 14 ans toujours agenouillée sur le sol de ce salon, voulait raccrocher. Une autre partie, celle qui avait passé 22 ans à appeler chaque dimanche, a tenu bon. Est-ce que tu peux me pardonner? A-t-elle murmuré. Je ne suis pas encore prête pour ça, maman, ai-je dit sans cruauté, sans agressivité, juste avec honnêteté. Mais je ne ferme pas la porte. Un long soupir tremblant à l'autre bout du fil. Si tu veux une relation avec moi, ai-je continué, cela commence par l'honnêteté. Plus de camp à choisir. Plus question de m'effacer de la famille. Plus question de laisser Brianna écrire l'histoire. Elle n'a pas discuté. Elle n'a pas cherché d'échappatoire. Elle a juste dit, d'accord. Ce n'était pas une résolution complète, mais c'était le premier mot honnête qu'elle me disait en 22 ans. 3 semaines se sont écoulées depuis la réunion. Cela nous amène à maintenant, à aujourd'hui, alors que je vous raconte cette histoire. Grand-mère Edith a rencontré son avocat le lundi suivant la réunion, comme elle l'avait promis. Le Nouveau Testament divise ses biens équitablement entre ses enfants et petits-enfants, mais la part de Brianna est placée dans une fiducie conditionnelle. Les termes sont clairs, Brianna doit rembourser chaque dollar qu'elle a pris sur le compte de retraite de ses parents, et fournir une preuve vérifiée d'emploi et d'éducation avant que les fonds ne soient débloqués. Pas d'échappatoire, pas de raccourci, juste une prise de responsabilité. Mon père et son conseiller financier ont épluché 4 ans de relevés. Le total n'était pas de 40 000 $, mais de 47 200 $. Brianna avait détourné de l'argent jusqu'à 2 mois avant la réunion de famille. Glenn et Jolene consultent un avocat pour connaître leurs options. Ils n'ont encore rien déposé. Je pense qu'une partie d'eux est encore sous le choc. Brianna n'a parlé à personne dans la famille. Son appartement à Augusta est vide. Un cousin est passé vérifier. Le bruit court dans la famille qu'elle a déménagé à Nashville pour vivre avec son petit ami. Elle n'a retourné aucun appel. Quant à tante Ruth, grand-mère Edith l'a réinvitée dans le cercle familial dès le lendemain de la réunion. 3 ans de silence rompu par un simple coup de téléphone. Ruth m'a raconté plus tard qu'Edith lui avait dit « J'aurais dû t'écouter. J'aurais dû vous écouter toutes les deux. » La semaine dernière, j'ai reçu un courriel de ma grand-mère. Pas de langage formel, pas de discours juridique, juste une ligne « Viens me voir quand tu veux, ma puce. La chambre d'amis est à toi. » Elle l'a toujours été. J'ai lu ce courriel 4 fois et, contrairement à l'entrée du journal de ma mère il y a 22 ans, celle où elle disait souhaiter s'être arrêtée à un seul enfant, ces mots ne me donnaient pas envie qu'ils changent. Ils étaient exactement ce qu'il fallait. C'est un jeudi soir. Je suis assise dans mon appartement, dans cette même cuisine où Brianna a bu 3 verres de Pinot Grigio et a démantelé 22 ans de ses propres mensonges. La tache de vin sur la table est toujours là. Je ne l'ai pas nettoyée. Je ne sais pas vraiment pourquoi. Les gens me demandent sans cesse si je me sens coupable, si je regrette d'avoir diffusé l'enregistrement, si je souhaite avoir agi différemment. Voici ma réponse honnête, je n'ai pas diffusé cet enregistrement pour détruire ma sœur. Je l'ai fait parce que, pendant 22 ans, ma famille racontait sur moi une histoire qui n'était pas vraie. Et j'étais la seule personne capable de changer ce récit. Pas avec de la colère, pas avec des discours, juste avec la vérité, diffusée à voix haute, dans un espace où elle ne pouvait pas être étouffée par des murmures. Est-ce que je souhaite que nous n'en soyons pas arrivés là? Chaque jour. Mais je sais ce qui se serait passé si j'étais restée silencieuse. Ma grand-mère aurait laissé son héritage à une menteuse.
Mes parents auraient perdu encore plus d'argent qu'ils ne pouvaient pas se permettre de perdre. Et j'aurais passé le reste de ma vie assise au bout de la table, espérant que quelqu'un remarque ma présence. J'en ai fini d'espérer. Pas de façon amère, mais de façon libre. J'aime toujours mes parents. J'aime toujours ma sœur. C'est la partie que les gens ne comprennent pas au sujet des limites, il ne s'agit pas d'arrêter d'aimer. Il s'agit d'arrêter le moment où l'amour est utilisé comme une laisse. Mon téléphone vibre. Un SMS de mon père, je pense à toi aujourd'hui. 4 mots. Pas d'excuses. Pas de grands gestes. Juste la reconnaissance que j'existe, que je suis sa fille, moi aussi. Ce n'est pas parfait. Ce n'est pas la famille dont je rêvais quand j'avais 10 ans, serrant mon certificat de concours d'écriture contre ma poitrine dans un auditorium vide. Mais c'est réel, et le réel suffit pour l'instant. Samedi dernier, je me suis rendu au domaine de grand-mère Edith. Les tables de la réunion n'étaient plus là. Le projecteur était rangé. Les guirlandes lumineuses pendaient toujours entre les magnolias, mais elles étaient éteintes, formant de fins fils sombres contre le ciel de Géorgie. Grand-mère m'attendait sur le porche, dans son fauteuil à bascule, un pichet de thé sucré perlant de condensation sur la table d'appoint. Elle m'a fait signe de la main quand elle a vu ma voiture s'engager dans l'allée. Et il y avait quelque chose dans ce geste petit, enthousiaste, comme un enfant repérant un ami à l'école qui m'a serré le cœur de la meilleure façon possible. Je me suis assise à côté d'elle. Nous n'avons pas parlé de Brianna. Nous n'avons pas parlé de l'enregistrement, ni du testament, ni du coup de fil de ma mère. Nous avons parlé de son jardin. Les hortensias fleurissaient tard cette année. Nous avons parlé de mon travail. On m'avait proposé une petite augmentation, et elle a applaudi comme si j'avais gagné un Oscar. Nous avons parlé de mon chat, Penny, qui avait appris à ouvrir le placard de la cuisine pour voler des friandises. Grand-mère a ri de cela. Un vrai rire, de ceux qui rident tout le visage et qui l'ont obligé à m'attraper le bras pour se stabiliser. Raconte-moi ta vie, ma chérie, a-t-elle fini par dire. La vraie version, pas celle que ta mère a éditée. Alors, je l'ai fait. Je lui ai parlé de mon appartement, de mes courses matinales, du club de lecture que j'avais rejoint, de l'ami qui m'avait appris à faire du pain au levain. Des petites choses, des choses vraies. Tu as l'air heureuse, a-t-elle dit. J'y arrive, grand-mère. Nous sommes restés sur ce porche jusqu'à ce que les lucioles sortent. Pas de drame, pas de public, pas de mise en scène. Juste une grand-mère et sa petite-fille, rattrapant 22 ans de conversation qu'elles auraient dû avoir il y a bien longtemps. J'ai passé 22 ans à être leur fardeau. Mais il s'avère que la chose la plus lourde que j'ai jamais portée n'était pas leur déception. C'était mon propre silence. Et je l'ai enfin déposé. Avant de partir, voici quelques leçons que cette expérience m'a apprises. Premièrement, le silence ne maintient pas la paix. Il permet simplement à la voix la plus forte de la pièce d'écrire l'histoire. Deuxièmement, protéger quelqu'un de la vérité n'est pas de l'amour. C'est du contrôle déguisé sous une belle apparence. Et troisièmement, vous n'avez besoin de la permission de personne pour cesser d'être invisible. Si tout cela a résonné en vous, si vous avez déjà été le bouc émissaire de la famille, la personne négligée, celle qui a continué à venir même quand personne ne vous gardait de place, je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. Laissez un commentaire et racontez-moi votre histoire. Je les lis toutes. Et si vous voulez d'autres histoires de ce genre, j'ai mis quelques-uns de mes liens favoris dans la description ci-dessous. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer la prochaine. Merci d'être là. Merci de m'avoir écouté. Cela signifie plus que vous ne le pensez.